Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 16 juin. Au sommaire cette semaine, 5 articles. 3 tendances sur l'identité numérique à lire sur mcfactory.fr. Pouvoir d'achat moins pessimiste, les Français plébiscitent la grande distribution à lire sur bfmtv.com. Renégociation commerciale, les industriels enfin d'accord à lire sur acturetail.fr. Sainte-Geneviève-des-Bois, le premier hypermarché au monde, fête ses 60 ans, à lire sur bfmtv.com. Et enfin, Boxy mise sur une croissance raisonnée pour ses épiceries connectées et autonomes, à lire sur usinedigital.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse accessible sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, toujours sans coupure. 3 tendances sur l'identité numérique à lire sur mcfactory.fr en date du 11 juin. Si les entreprises ont à cœur de proposer des expériences personnalisées omnicanales sans couture, la réalité est bien plus complexe, d'autant plus à l'ère du sans cookie où les marques encouragent davantage les consommateurs à se loguer. Une stratégie qui préoccupe déjà entreprises et consommateurs d'un point de vue sécurité des données. En France, c'est déjà 50% des utilisateurs qui tentent de gérer leur empreinte digitale. Quelles sont les tendances et les comportements des consommateurs en matière d'identité numérique? À quels enjeux les marques doivent-elles répondre? Le rapport Customer Identity Trends Report de Docta dévoile les tendances de l'identité numérique. L'enquête menée auprès de plus de 20 000 consommateurs dans 14 pays met en évidence les préférences des utilisateurs en matière de confidentialité et sécurité, avec 3 tendances majeures. 1. Offrir des expériences d'identité numérique simples, sécurisées et sans friction. Les marques doivent adopter un processus d'authentification et d'identification numérique simple et intuitif afin que les utilisateurs soient plus enclins à interagir avec leur plateforme, à créer des comptes et à effectuer des transactions. Et pour cause, 65% des consommateurs français se sentent submergés par le nombre de noms d'utilisateurs et de mots de passe qu'ils doivent gérer. Et 21% disent avoir saisi les mêmes données plus de fois qu'ils ne peuvent le compter au cours des 6 derniers mois. La gestion des mots de passe est également un enjeu majeur pour les marques, car c'est une réelle source de frustration pour le consommateur et un frein à la fluidité du parcours omnicanal qui nuit à l'engagement de l'utilisateur et in fine à l'adoption d'un service ou d'un produit. En effet, 19% des Français affirment avoir réinitialisé leur mot de passe plus de 6 fois au cours des 6 derniers mois. Le passwordless se présente donc comme une réelle opportunité. Pourquoi? Parce qu'il permet d'authentifier un utilisateur sans lui demander de saisir son mot de passe. Selon Gartner, d'ici à 2025, les organisations adoptant le passwordless pourront réduire le taux de churn des abonnements par moitié. 2. Mieux contrôler les données d'identité numérique. 78% des répondants français accordent de l'importance au contrôle que les marques exercent sur leurs données. 45% des Français estiment qu'ils sont les mieux placés pour protéger leurs données d'identité. En matière de mesures de protection des données, les consommateurs français accordent la plus grande importance à plusieurs aspects. Tout d'abord, 57% d'entre eux mettent en avant l'importance d'utiliser des mots de passe complexes. Ensuite, 44% soulignent l'importance de limiter le partage des données ainsi que de supprimer régulièrement les cookies. Enfin, 39% insistent sur l'importance d'utiliser les mots de passe distincts pour chaque compte en ligne. Seuls 22% des Français utilisent un gestionnaire de mots de passe. Aujourd'hui, 27% des Français utilisent un portefeuille numérique. En effet, son utilisation est plus aisée, elle procure une meilleure protection des données et conserve des données en un seul point. 58% des Français seraient prêts à adopter un wallet numérique si celui-ci séparait identifiants financiers, médicaux et
administratif. Bien qu'un Français sur 4 soit friand de cette solution digitale, la plupart des consommateurs restent sceptiques quant à l'utilisation d'un digital wallet. En effet, 44% des répondants affirment refuser son utilisation par crainte de tout centraliser en un seul endroit. Paradoxal puisqu'il s'agit d'un des avantages cités par ceux qui l'utilisent réellement. L'usage principal du digital wallet réside dans la transaction. 41% des Français accepteraient de procéder à une transaction pour acheter un produit ou un service dans le commerce de détail ou dans le secteur public, et ce, même si elle se faisait uniquement via un portefeuille numérique. Optimiser l'empreinte de l'identité numérique. Troisième point, les Français sont conscients que leur empreinte, de leur empreinte et essayent de la réduire. Plus de la moitié des personnes interrogées en France reconnaissent que l'accroissement du nombre d'identifiants aura une incidence sur l'environnement. Ce pourcentage est supérieur à la moyenne mondiale qui s'élève à 31%. Quid des marques? Selon Gauthier Piquet, CEO Publicis France et CEO Publicis Media, les marques prennent désormais pleinement conscience de leur responsabilité envers l'environnement, contrairement à l'époque où cette responsabilité était considérée comme un simple devoir moral. Les progrès de la société ont joué un rôle essentiel dans cette prise de conscience. Les consommateurs d'aujourd'hui attendent davantage des marques, notamment en termes de preuves tangibles, de transparence et d'authenticité, plutôt que de simples déclarations ou de bonnes intentions. Les marques sont confrontées à un nouveau défi, celui de combiner leur croissance marketing traditionnelle avec une croissance durable. Il ne suffit plus de promouvoir leurs engagements. Pour augmenter les ventes, les consommateurs attendent dorénavant des actions concrètes de la part des marques. Pouvoir d'achat moins pessimiste, les Français plébiscitent la grande distribution, à lire sur bfmtv.com en date du 15 juin. Influencés par les prévisions plus optimistes des acteurs de la grande distribution, les consommateurs français sont un peu moins négatifs concernant leur pouvoir d'achat. Ils sont plus nombreux à dire qu'ils se serreront un peu moins la ceinture dans les prochains mois. Et ce n'est pas encore l'euphorie, mais le plus dur semble être passé. C'est le sentiment des Français sur leur pouvoir d'achat, interrogé dans le cadre de la 6e vague du baromètre Bonial réalisé par Opinionway. Après avoir touché le fond en mars dernier, l'opinion s'est un peu redressée en juin. 26% des Français ont un sentiment positif concernant leur pouvoir d'achat, soit un gain de 9 points en 3 mois. L'inquiétude sur le sujet, qui était à 53% en mars, elle est tombée à 47%, de même que le mécontentement qui est passé de 41% à 33%. Tous les sentiments et perceptions négatives sont en recul. L'état d'esprit s'améliore par rapport au mois de mars, qui était le pire que nous avions mesuré, observe Laurent Landel, le président de Bonial. Il y a du mieux, mais ils perçoivent toujours que les prix restent élevés. Malgré tout, 81% des personnes interrogées expriment toujours des sentiments négatifs concernant leur pouvoir d'achat. C'est 7 points de moins qu'il y a 3 mois, mais ça reste encore largement négatif. La perception de l'augmentation des prix reste aussi en fort décalage avec les chiffres mesurés. Ainsi, les Français estiment que la hausse des prix alimentaires sur un an est à 22% quand elle est à 14,1% selon l'INSEE. En mai, l'écart est encore plus conséquent sur l'énergie avec une hausse ressentie de 23% quand l'INSEE la mesure à 2%. 70% jugent la distribution utile. Si malgré tout les consommateurs sont un peu moins pessimistes, c'est parce que le discours médiatique a changé ces dernières semaines. Les distributeurs sur les plateaux télé ont commencé à donner des signaux positifs en assurant que les prix allaient commencer à baisser pendant l'été ou à la rentrée, constate Laurent Landel. Ils ont parlé d'une seule voix et ont fait preuve de transparence. Les acteurs de la grande distribution auront été, pour les Français, les grands gagnants de cette période d'inflation, auparavant pointés du doigt pour leurs marges jugées abusives et leur pression mise sur le monde agricole. Les enseignes ont redoré leur blason. 53% des Français jugent utile leur prise de parole et 70% estiment que leurs actions ont permis d'améliorer le pouvoir d'achat. Alors que la parole politique est remise en question par les Français, les Michel-Édouard Leclerc, Dominique Schelcher
de Système U, Michel Biérot de Lidl ou encore Thierry Cotillard d'Intermarché sont devenus des leaders d'opinion en se présentant comme les défenseurs du pouvoir d'achat face à des industriels dépeints comme des profiteurs de l'inflation. 32% des personnes interrogées estiment que c'est la grande distribution qui est le mieux à même de réduire les prix, contre 26% pour le gouvernement et 23% pour les marques. Davantage en confiance, les Français sont prêts à se lâcher un peu plus dans leurs dépenses. 33% assurent qu'ils seront toujours attentifs au prix, mais c'est 13 points de moins qu'en mars. Idem pour la recherche de promotion, moins 5 points à 30%, ou la réduction de la consommation d'énergie, moins 8 points à 28%. Ça bouge finalement assez vite, note Laurent Landel. On sent que la sobriété subie est un peu moins marquée et qu'il y a une volonté affichée de se faire plus plaisir. Le budget mensuel que les Français comptent consacrer aux achats non essentiels bondit de 53 € à 317 €. Les attentions de dépenses plaisir sont toutes en hausse, que ce soit pour les produits d'hygiène, les cadeaux, les vacances, les produits d'investissement, le restaurant ou le coiffeur. Renégociation commerciale, les industriels enfin d'accord, à lire sur actu-retail.fr en date du 15 juin. Plusieurs semaines après l'appel du gouvernement, les industriels acceptent enfin d'aller aux renégociations commerciales. Objectif, éviter la flambée des prix en rayon. L'exécutif avait menacé de recourir à la dénonciation publique en cas de refus. Fin mai, les 75 plus grands industriels de l'agroalimentaire, représentant 80% du marché, ont annoncé qu'ils acceptaient de rouvrir les négociations commerciales. Une bonne nouvelle pour les ménages français en souffrance à cause de la flambée des prix. En effet, l'inflation a atteint 15,9% sur un an en mars dernier et 20% sur 2 ans. Nécessité d'aligner les tarifs sur l'évolution à la baisse des cours du marché. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement appelle les industriels à revenir à la table des négociations pour faire baisser les prix en rayon. Il a principalement évoqué le besoin d'aligner les tarifs des produits de grande consommation sur l'évolution à la baisse des cours du marché. Si les distributeurs avaient donné leur accord pour la réouverture des négociations, leurs fournisseurs se montraient réticents. Les taxes ou le name and shame en répression. Ces fabricants ont demandé du temps pour absorber les pertes et refaire de la marge après la mise en place des mesures anti-inflation de l'exécutif, mais celui-ci n'a pas la patience d'attendre. La semaine dernière, Bercy a menacé de recourir à l'instrument fiscal pour punir les récalcitrants. De son côté, la ministre déléguée en charge du commerce, Olivia Grégoire, a brandi le name and shame, un dispositif de dénonciation publique. Cette déclaration a fait bondir les agro-industriels. Bruno Le Maire remercie ceux qui ont joué le jeu. Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires, a répondu qu'il ne servirait à rien de livrer les fabricants à la vindicte populaire. Cela serait contre-productif. Mais on remarque que les grandes marques sont revenues à la raison seulement quelques jours après les sorties des deux ministres. Bruno Le Maire remercie au moins les industriels qui ont accepté de jouer le jeu, ainsi que les distributeurs ayant participé au trimestre anti-inflation. Sainte-Geneviève-des-Bois, le premier hypermarché au monde, fête ses 60 ans, à lire sur bfmtv.com en date du 14 juin. Il y a 60 ans, le 15 juin 1963, Carrefour ouvrait le premier hypermarché au monde à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, à une trentaine de kilomètres de Paris. Ce jeudi, la France s'apprête à célébrer un anniversaire particulier dans l'histoire de la grande consommation. En effet, c'est le 15 juin 1963, il y a 60 ans, que le premier hypermarché au monde a ouvert ses portes dans la banlieue sud de Paris, à Sainte-Geneviève-les-Bois, dans le département de l'Essonne. À l'époque, cette révolution porte un nom, Carrefour, et son fondateur, Marcel Fournier, déclare à la veille de l'ouverture « Demain, soit je suis riche, soit je suis ruiné ». Le plus beau magasin de l'entreprise. Au cours de ces 6 décennies, le lieu s'est agrandi et modernisé, mais les plus anciens employés se souviennent encore de certains outils de l'époque. C'est le cas d'Aïdia, qui a commencé à travailler dans le magasin en 1988 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et n'est jamais parti depuis. C'est le plus beau magasin de l'entreprise pour moi. Au départ, c'était la frappe à l'aveugle, les anciennes caisses avec des touches et on ne regardait pas nos doigts.
on faisait tout à la main, mais on était beaucoup plus rapide qu'avec un scanner, on connaissait nos articles. À l'occasion de ce jubilé de diamants, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, s'est rendu dans le magasin pour échanger avec les clients. Il faut imaginer il y a 60 ans ce magasin pris d'assaut car tout est sous le même toit et que c'était des prix jamais vus, rappelle le patron de l'enseigne. On est allé exporter cette promesse originelle partout dans le monde. Boxy mise sur une croissance raisonnée pour ses épiceries connectées et autonomes, à lire sur usine-digital.fr en date du 14 juin. La start-up Boxy installait son premier container en août 2020. Près de 3 ans plus tard, le concept d'épicerie autonome et connectée s'est déployé en Île-de-France jusqu'à compter près de 40 structures. Désormais, la jeune pousse privilégie la qualité à la quantité en améliorant encore l'expérience client grâce aux nouvelles technologies. 250 références en rayon sec ou frais prônent dans les épiceries autonomes et connectées Boxy. Après 2 ans de R&D, la start-up avait ouvert sa première épicerie dans un container en août 2020 au port de Gennevilliers. Il est toujours en fonctionnement et répond à un besoin car sur place, il n'y avait rien ou presque pour les 8000 salariés qui y passent. En plus, Boxy est accessible à toute heure, souligne David Gabé, cofondateur de Boxy. À l'intérieur, les clients trouvent le nécessaire du quotidien, mais peuvent aussi faire un achat gourmand ou du snacking à emporter. Depuis août 2020, la start-up a ouvert près de 40 points de vente en Île-de-France. Pour y accéder, le client doit pour l'instant télécharger l'application Boxy et y enregistrer son moyen de paiement. Un scan de l'application lui donne ensuite accès au container en même temps qu'il déclenche une autorisation de prépaiement. Dans le point de vente, il se sert en libre service et le montant de ses achats sera débité grâce aux 330 capteurs de poids qui calculent la variation de poids. Pas de scan, pas de code barre, mais un ticket de caisse envoyé par SMS, tandis que le prélèvement n'intervient que 24 heures plus tard pour répondre aux 1 à 2% d'erreurs. Grandir de façon raisonnable. Si l'entreprise comptait une vingtaine de collaborateurs au lancement de la première Boxy, ce sont désormais une cinquantaine de salariés qui œuvrent au quotidien. De 2020 à 2021, nous avons appris le métier de distributeur, puis avec la levée de fonds réalisée en fin d'année 2021, nous avons accéléré le rythme avec 2 à 4 ouvertures par mois. Depuis la rentrée scolaire 2022, la start-up a ralenti pour consolider son activité au vu du contexte social, associant hausse du prix de l'énergie et guerre en Ukraine. Nous avons maintenant maintenu la taille du parc et préféré déplacer les magasins les moins rentables pour les installer dans des emplacements plus stratégiques et rentables. Pour autant, Boxy continue à ouvrir quelques épiceries en 2023 et devrait en avoir 5 de plus d'ici la fin de l'année. On se montre précautionneux alors que les investisseurs sont plus frileux. Continuez à innover. Maintenir une croissance raisonnée n'empêche pas la start-up de continuer à innover avec 2 nouveautés majeures. La première consiste à intégrer une solution d'étiquette électronique afin de réaliser à distance et en temps réel les mises à jour des prix. Nous expérimentons le principe sur 2 magasins avant de le déployer pendant l'été et l'automne. David Gabet met également l'accent sur une autre fonctionnalité, cette fois destinée aux clients, la borne de paiement par carte bleue. À partir de la prochaine rentrée, on ne se limitera plus à accueillir les clients ayant l'application Boxy. Il suffira d'insérer sa carte bleue, d'autoriser le prépaiement et d'indiquer son numéro de téléphone pour recevoir son ticket. Enfin, la jeune pousse n'exclut pas de s'étendre dans l'Hexagone. Nous réfléchissons au mode de déploiement. L'expansion se fera soit par succursale en dupliquant notre modèle, celui où nous gérons la logistique de notre marchandise avec notre propre flotte. L'autre alternative consiste à choisir la franchise. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous
autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.